Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre premier podcast Entre les barres. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline, responsable des studios Pole & Dance et je vous propose de retrouver à travers ce podcast les histoires incroyables qui touchent à l'univers de la pole dance. Pour commencer aujourd'hui, j'accueille Laurence Hulsum, créatrice des studios Pole & Dance, et Kim Martinez, professeure de pole dans notre école depuis le tout premier jour. Ils sont ici pour nous raconter leur début, comment tout a commencé pour eux. C'est parti! Lolo, Kim, soyez les bienvenus et merci d'ouvrir le bal avec notre tout premier podcast. Alors ici, vous pouvez parler en toute simplicité, sans tabou. Et pour commencer, expliquez-nous votre parcours avant de démarrer la pole dance. Donc quand vous étiez très jeune. Ça remonte. Oh. Ça remonte, elle a dit. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Je m'appelle Laurence. Et j'ai commencé la danse, j'avais 5 ans, avec Valérie Vallet. Et j'ai dansé avec elle pendant 25 ans. C'était marrant parce que c'était en fait la fille de ma prof de gym, parce que j'ai commencé la gym en même temps que la danse, parce que c'était les copines de ma mère. Donc j'ai fait gym et danse. J'avoue que j'étais pas hyper forte en gym, mais j'ai perduré quand même pour faire un peu de compète. Et après, je faisais aussi de l'équitation. Et voilà, c'était mon parcours enfant. J'aimais déjà bien le sport et tout ça quand même. Du coup, tu as toujours été une passionnée du sport, ouais, de la danse? De la danse, oui, particulièrement de la danse, effectivement. D'accord. Ouais. Un peu comme Kim. Merci Bonjour Céline. Kim. Salut Céline, merci de nous guider à travers l'histoire de nos vies. J'ai commencé par diverses activités sportives. Après, il n'y avait rien de vraiment précis, je testais tout. C'est vrai que c'était plus par rapport en utilisant le corps. J'ai fait un peu de la gym, de la corde à sauter acrobatique, un peu d'équitation, un peu de voltige, parce que j'aimais bien quand il y avait quand même un petit attrait physique et pseudo-artistique. Mais j'ai fait du patinage artistique aussi. Mais j'ai jamais été mordu, jusqu'à mes 15 ans où j'ai vu un spectacle de danse. C'était In the Middle par William Forsythe. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, je veux danser. Donc voilà, donc à 16 ans, c'est là, 15-16 ans, mon parcours de danse a commencé. J'ai étudié la danse, et puis jusqu'à ce que je découvre la pole dance à l'âge de 25 ans. D'accord, à l'âge de 25 ans. Oui. Et tu l'as découvert à quelle occasion ? J'ai découvert la pole suite à un voyage aux États-Unis, où un soir, je suis sortie, et dans ce club, c'était un club, un nightclub. Et je vois arriver ces deux femmes qui s'approchent d'une barre et commencent à faire des trucs. Et j'étais là en mode genre, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu vraiment ce déclic. Et pour nous éclairer, tu peux nous indiquer à peu près l'année ? J'avais 25 ans. Je te laisse calculer. Oh purée. J'en ai 75. Parce que j'imagine qu'à l'époque, la pole, c'était... En France, il n'y en avait pas. Non, je veux dire, c'était la première fois que je découvrais ça. J'ai été... alors je me suis posé des questions. Je me disais, tiens, est-ce que ça se fait ailleurs ? C'est vrai, quand je suis retourné en France, j'ai cherché. Et c'est de là où, avec Laurence, on s'est rencontrés. Après, ça a quand même été un parcours. Ça n'a pas été quand même accessible tout de suite, où il y avait très peu de... Fallait vraiment chercher. Et encore... À l'époque, Internet, c'était pas non plus aussi easy. Il n'y avait pas les applis pour trouver ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment, limite, prendre le bottin pour de pole dance. Voilà, tu vois, on en était là. Avant 2000 ? Non, on est... En 2005, non 4, 5. Voilà. Peut-être un petit peu. Peut-être pour toi. Ouais, ah oui, pour moi. Peut-être pour toi, c'est un petit peu après, peut-être. Oui. Ouais. Mais... Bon, c'est dans ces eaux-là, quoi. 2005, 2005. entre... J'irai 2006. 2006 2006-2007, parce qu'après il y a eu les compétitions et ça faisait pas 2006. non plus beaucoup d'années qu'on faisait ça avant les compétitions. Ouais, non, t'as raison. Ça doit être pour lui 2006. Ok. Voilà. Donc c'est là où tu t'es dit, je me lance. Vas-y, essayons. Grimpons. Mais ça n'a pas été si simple, on va revenir dessus après.
Parce que, en fait, donc, quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'avais déjà commencé la pole. Alors, comment j'ai commencé la pole? C'est pas compliqué. Il y a Murat Atik, le patron du Pink Paradise, qui, avec sa femme, qui est anglaise, ont décidé d'ouvrir la première école de pole dance en France. Et donc, ils m'ont proposé d'être la première prof de cette école. Mais tu faisais de la pole. Mais je faisais pas de la pole, moi, je faisais gogo au duplex, où il y avait une barre. Donc c'est comme ça que tu as commencé, toi, C'est d'abord. comme ça que j'ai commencé. Alors, évidemment, je cherchais des figures sans m'entraîner avant, devant le public. Donc, ce qui a valu aussi des humiliations. Puisque souvent, je tombais aussi, je testais des trucs, quoi. Bon, j'ai compris comment ça fonctionnait. Enfin bref, du coup, j'ai été la première prof de la Pink School. Mais à cette époque-là, j'étais déjà en train de passer mon DE de danse jazz. Donc, ça devait être en 2004, 2005. Et j'ai dit, bah ok, ouais, pourquoi pas. Mais bon, j'étais nulle. Le truc le plus dur que je devais faire, ça devait être un boomerang, quoi. C'est ça, hein, peut-être quelques inversions quand même, j'exagère. Mais bon, j'avais déjà ce goût pour la pédagogie, je donnais déjà des cours de danse. Et cette école-là, elle était interdite aux hommes, parce que c'était en fait une déclinaison du Pink Paradise, qui est un club de striptease, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, le patron du Pink voulait utiliser la Pink School pour faire comme un produit dérivé, sur lequel on puisse communiquer, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler au JT d'un club de striptease. Donc, parler d'une école de pole dance au sein d'un club de striptease, ça, c'était tout à fait possible. Il y avait une attachée de presse. À l'époque, la directrice artistique du Pink Paradise, c'était Cathy Guetta, donc ils étaient vraiment à fond dans les médias, elle était très médiatisée, le club aussi, mais c'était une niche pour parler du Pink. Donc, ils ont créé la Pink School pour faire parler du Pink à la base. Et donc, ça se devait être une école du glamour, où on apprenait aux femmes à devenir sexy, à être glamour, et la barre était l'instrument qui permettait ça. Et donc, il n'y avait pas de garçons, c'était interdit aux garçons. Et Kim, il a dit, bah, moi je veux faire des cours, mais on lui a dit non, c'est pas possible. À ce moment-là, vous vous connaissez déjà? Non, on ne se connaît pas encore. D'accord. Et il a écrit à la direction. Pas un mail, une lettre papier, Une lettre. je tiens à préciser. La direction lui a dit non. Et un jour, il vient me choper à la sortie du Pink et il me dit, moi, je veux faire de la pole dance. Comment on fait? Je dis, bah écoute, c'est interdit aux filles. Par contre, si tu veux... Aux garçons. Si tu veux, le seul moyen que j'ai pour que tu puisses faire de la pole dance, c'est que je te donne des cours part. Je pense qu'il a pris 1 ou 2 cours part. Le troisième, je dis, tu sais quoi, on va s'entraîner ensemble. Parce que, de toute façon, il y avait tout à faire. Étant donné que le niveau était 0. Enfin, nous, on faisait quoi en cours? On marchait autour de la barre, on faisait des hooks, on faisait des chaises, on faisait vraiment du basique de chez basique, sachant qu'il ne faut pas oublier que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas Instagram, YouTube et tout ça pour refaire des choses. Franchement, c'était très, très maigre. Il fallait donc créer, il fallait tout créer. Et c'est vrai qu'au bout de 3 entraînements ensemble, on avait déjà inventé, je pense, une vingtaine de figures. Mais c'était facile, tout était à créer, donc on avait tout à faire. Lui, ayant fait de la danse, parce que tu as oublié de dire quand même que tu étais au conservatoire. Si, ça, je l'ai dit, non. J'ai fait mes études au Conservatoire national de danse d'Avignon. Je ne l'ai pas dit, peut-être. Non, tu ne l'as pas dit. Donc lui, il faisait de la danse classique en particulier. Moi, je faisais de la danse jazz et du contemporain. Mais toi aussi, tu avais fait du contemporain. Oui. Donc, on était déjà dans le mouvement. Voilà. On avait juste un nouvel accessoire qui était la pole, mais... et encore, ce n'était pas les barres comme ça, c'était les barres du Pink Paradise qui étaient lisses, qui ne tournaient pas. Enfin, c'était une autre époque, hein, faut vraiment C'était des tuyaux. C'était des tuyaux, d'échafaudage, quoi, vraiment. Et du coup, voilà, on a commencé à s'entraîner ensemble comme ça. Et puis, ça a duré un petit moment quand même. Hein. Jusqu'à ce que tu t'achètes ta première barre, Ouais. qu'on aille dans ton appartement. À la maison, on faisait ça? Oui. J'ai pas le souvenir qu'on faisait ça à la maison. Non, alors, j'ai un petit 2 pièces à Il y a eu Montrouge. chez toi, et après, c'était en attendant qu'on ait l'espace Colucci. Il y a eu la transition. Non, il y a eu Smoking et Brillantine, c'est vrai aussi, pardon. Mais je me rappelle que très vite, il y a eu cette première barre qui a été installée. Et je ne sais pas si tu te rappelles la première fois, en fait, parce qu'au Pink,
les bars étaient en statique. C'est-à-dire que le spin, on ne connaissait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Et donc le jour... Non, mais tu devrais t'en rappeler. Non, vas-y. Pierre était devenu fou. Tu te rappelles pas? Bon, alors j'explique vite fait. Donc on monte cette barre. On découvre le mode spin. Sauf que on n'avait pas très bien serré la barre. Donc déjà, nous, on est là. Ah, on n'aime pas, on déteste. On dit ça. Ah non, moi, le spin, jamais j'en ferai. Jamais. Alors que maintenant, tu le mets sur une statique, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. Et que du coup, on avait lancé le truc et que la barre avait glissé. Et du coup, on avait bloqué. La barre était en travers comme ça dans ton sac. Tu t'en rappelles pas? Moi, je me rappelle qu'une fois, on a shooté le chat. Ça, je me rappelle bien. La pauvre Minette, elle a volé à travers le salon. On a cassé une lampe, ma lampe préférée. Ça, je me rappelle. Mais la barre en travers, non. Et que Pierre était rentré et avait gueulé. En disant, putain, faites chier. On va dire de gros mots comme d'hab. Alors, tu pour sais expliquer comment à nos auditeurs, Pierre, c'est le Pierre, chéri de Lolo. c'est mon chéri. Voilà. Voilà. Et ah ouais, donc ouais, non. Et après, ce qu'on a fait, c'est que comme on avait envie de s'entraîner plus que les heures d'ouverture du Pink, eh bien, on est allé à Smoking et Brillantine. C'est une école qui n'existe même plus, qui était dans le bas du 13e. Et, Une école de danse? Ouais, une école de danse dans laquelle on pouvait louer des studios plus ou moins grands. Donc il y avait les pom-pom girls qui répétaient à côté, voilà. Et nous, on louait la petite salle et on s'entraînait là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être de plus en plus performants malgré tout, parce qu'on se donnait quand même du mal, hein, faut pas l'oublier. Et donc après, le Pink s'est quand même vachement développé. Et assez rapidement, parce que c'était sympa le Pink, mais franchement c'était l'usine, parce que déjà c'était la seule école. Non, après il y a eu Art Strip. C'était pas un peu en même temps? Ouais, ça c'était en même temps, mais bon, eux ils étaient avec le support des médias, donc ça a beaucoup décollé très vite, mais c'était devenu vraiment l'usine. Et puis c'était cantonné dans ce petit espace de on fait du sexy. Et assez rapidement, Kim et moi, on s'est rendu compte que c'était pas que du sexy. Donc on s'est mis à chercher plus dans d'autres spécialités, un peu plus acrobatiques, un peu plus mélangeant la danse, etc. Et moi, rapidement, je me suis dit, non, mais en fait, là, je suis trop avec des œillères avec la Pink School. Et très vite, je me suis dit, il faut que je fasse autrement. Déjà, l'échauffement, c'était rapide parce que les cours faisaient 1 heure. Et moi, je me suis dit, non, mais ça suffit pas parce que les filles, il faut qu'elles soient souples, il faut qu'elles soient fortes, il ne faut pas qu'elles se blessent. Et pour ça, il faut être bien échauffé. Je me suis dit, non, le mieux, ça serait des cours d'1 heure et demie. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, il va falloir que moi, je donne mes cours à ma façon parce que ça ne me plaisait pas d'être restreinte comme ça, cloîtrée dans ce style sexy qui finalement était hyper restrictif, quoi. Et donc, j'ai dû tenir quand même 2-3 ans. Et après, j'ai commencé à louer ma salle en essayant de chercher des clients. Puis, c'était pas comme maintenant avec les réseaux, quoi. C'était beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, fallait monter les bars, démonter les bars, trouver sa propre clientèle, faire soi-même sa pub, faire parler de la discipline. Et c'était pas évident, quoi. Mais au moins, je faisais comme j'avais envie de faire. Et après, quoi que je ne sais plus dans quelle chronologie c'était, parce qu'il y avait eu une première tentative de compétition qui s'appelait Miss Pole Dance France, parce qu'à l'époque, on était sur le modèle australien, et ça existe toujours, hein. Maintenant, c'est Miss Pole Dance Australia, chaque année, depuis 20 ans, je pense. Et nous, on s'était un peu calqué sur le modèle australien, et organisé par la Pink School. Et ça, c'était en 2008. Oui, parce que j'ai encore le bandeau Miss Pole Dance 2008. Et donc là, c'est la première compétition en France. Et en vérité, il y a déjà des personnalités connues, hein, comme Doris, Prana, il y avait Marion Cramp. Je ne sais pas s'il y avait Marion Cramp à la première. Pas sûr. Et beaucoup de stripteaseuses. Est-ce qu'elle ne faisait pas partie des jurés? Non, il y avait... Parce c'était la période, après, il y avait eu la transition avec Liana. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour... Ouais. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'était beaucoup de filles du striptease qui étaient là. Ce que j'avais jugé. Ouais. J'ai été juge aussi pour Miss Pole Dance France. Ouais.
Tu avais commencé à donner des cours aussi à... Alors, on va dire, mes premiers émois avec l'enseignement, ça a été quand Laurence s'est malencontreusement pété la jambe. Ah bon? Tu te rappelles pas? Ah, ma fracture du tibia. Ah ouais, si, c'est vrai. Et donc, du coup, je l'ai assisté. Voilà, c'est comme ça un peu que... Donc, au ping, du coup, avec l'autorisation, parce qu'il fallait, elle avait Exceptionnel, besoin, bien sûr. voilà, exceptionnel de ma présence d'un homme dans ce club. Voilà. Et ensuite, en 2009, je suis parti en Angleterre pour continuer à me former, parce que là-bas, il y avait déjà des formations pour être prof. Et c'était, voilà, j'ai dit, il fallait que je passe par là. Et Donc du vous avez coup, fait 3 ans d'entraînement à peu près ensemble sur Paris. ouais, Mais à peu c'était avant près. ou après les championnats de France? C'était après. C'était après. Donc, Les premiers championnats de France, on s'entraînait ensemble. C'est sur les deuxièmes où nous, on n'avait plus le droit de se représenter. Je me rappelle que Ouais. j'avais fait le voyage de Londres pour faire, parce qu'on avait quand même une guest performance à faire ce ah oui, oui, soir-là. oui, je me Vous rappelle. n'aviez plus le droit de vous représenter? Non, en fait, quand tu gagnais les championnats de France, l'année d'après, tu ne pouvais pas te représenter, il fallait que tu sois guest performer. Donc tu viens en tant qu'ancienne championne ou champion et tu n'as pas le droit de participer. D'accord, donc vous avez gagné cette première compétition tous les deux. Ouais, lui dans la catégorie homme et moi dans la catégorie femme. Mais c'était pas Miss Pole Dance. Ça, Non, c'est c'était celle l'année d'après. d'avant. D'accord. Celle organisée par Marianne Abaume. Miss Pole Dance, c'était après la compétition? Avant. Avant, 2008 Avant. Miss Pole Dance France. Ok. Et les championnats de France, les premiers officiels dans un théâtre en tout cas, organisés par Marianne Abaume en 2009. Et donc c'est là après que tu es partie toi. Après, oui. Et donc, du coup, c'est pour le 2010 qu'on était en guest. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, si mais- c'est ça. Et donc là, oui, j'étais revenu. Parce qu'entre-temps, à la formation que j'ai faite, à la sortie de cette formation, on m'a proposé un poste. Et donc, du coup, j'ai accepté pour faire mon expérience. En Angleterre. Oui, En Angleterre. Du Voilà. coup, tu étais prof de pôle. oui. Tout à D'accord. fait. Dans une école qui existait depuis longtemps? Ah ouais, quand même. Hein. Alors, c'était... L'école venait de se faire, de deux sphères. L'école venait de s'être créée, mais la directrice de l'école avait quand même déjà une bonne expérience et était assez connue dans le milieu. Et il est toujours. C'est Katie Cote. Voilà. Donc tu as donné tes premiers cours de pôle, on va dire officiels, Oui, en Angleterre. en Pendant Angleterre, combien de temps? tout à fait. Alors, j'ai fait des allers-retours. Je crois que je suis... Tu es revenu en 2011, non? Définitivement. Non, je crois que j'ai fait 1 an. Je suis revenu quelque temps. Je crois que je suis parti après 2 ans. Il faut qu'on regarde de nouveau si c'est vraiment juste au niveau des timelines. C'était... Mais Il y a longtemps. quand je suis revenu, ça faisait déjà 1 an que tu avais ouvert Pole and Dance. Ah non, c'est 2012. Donc voilà, moi je suis revenu en 2012 en France. Mais entre la période où j'étais parti et je suis revenu, il y a eu une courte période où je suis revenu en France, mais il n'y avait pas encore Pole and Dance. D'accord. Si- Mais attends, parce qu'entre-temps, on s'est entraîné pour les championnats du monde. Parce que c'est en 2010 qu'on fait les championnats du monde à Zurich. Tu étais avec moi. Les premiers, non, tu étais sur les deuxièmes. Non, Zurich. Oh, les deux vieux, oh là là. Eh, Non. c'est moche de vieillir, hein, vous voyez. Non, non. Rappelle-toi, Zurich, c'était pas encore ouvert aux hommes. Ah ouais, t'as raison. Et ce que j'avais fait à Zurich, c'est que j'étais pole cleaner. Ah ouais, un beau nettoyeur de bar. Hein. Et c'est en 2011 alors, Voilà. Et par contre, c'était à Budapest. à Budapest. Donc, alors, parce que le chapitre compétition. 2008, les premiers Miss Pole Dance France. Lui, il est juge. Moi, je gagne. J'ai pas été payé ou soudoyé pour la Non, faire mais gagner. c'était notre époque. C'est pour ça, du coup, que tu as gardé les chats. Oui. Et la couronne, parce qu'on avait un diadème. Ah oui. Ouais, mais celle-là, je l'ai jetée parce qu'elle était rouillée. Ensuite, 2009, les premiers championnats de France. On gagne tous les deux, lui homme, moi femme. 2010, je fais les premiers championnats du monde à Zurich, qui effectivement étaient réservés aux femmes, dans lesquels il y avait quand même Félix Kane, Janine Butterfly, qui était tombée, tu te rappelles, de 4 mètres de haut, Je suis- en talons.
si c'est cette année. Est-ce qu'il y avait Félix? Ouais, il y avait Félix. Il y avait Allegra d'Australie. Tu te rappelles d'Allegra? Qui avait des costumes de folie. Enfin, vraiment, c'était les Australiennes dans toute leur splendeur. Il y avait déjà Anastasia Skurnurtorova qui est habillée tout en blanc. Il y avait, je me demande, Rafaela Montanaro, Zoraya Jude. Je me rappelle, il y avait Bendy Kate. Vous voyez, toutes ces grandes figures de la pole dance, on était déjà en train de partager la scène avec eux. Et il y avait la même année, Pole Art 2010. Ça, il faut que je vous raconte Pole Art 2010 parce que c'est ma première compète internationale. Et on y est allé tout penaud. Hein. Enfin, toi, tu étais là, Pole Art 2010 ? Non. Non. Pole Art 2010, il y a Ona Kivala qui avait déjà gagné l'année précédente, qui était notre idole à tous, c'était pas compliqué. Et donc là, c'était magnifique, super plateau de théâtre avec les belles lumières et tout. Et là, je gagne devant Ona Kivala. Truc de ouf. Franchement, quand je suis sortie de scène, tout le monde me disait « Ah, c'est génial ce que tu as fait !» Moi, j'étais là pensant qu'ils se moquaient de moi parce que c'était nul. Et en fait, non, voilà que je gagne. Truc de fou. Du coup, après, s'ouvre la porte des compétitions internationales. Pour de vrai, on se dit, en fait, on peut peut-être vraiment perdurer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de commencer Rien, c'est juste que j'avais envie d'être sur scène. Comme je venais de la danse, je faisais de la scène. Et en pole dance, il n'y avait aucun autre moyen de faire de la scène. Donc, je suis allée naturellement dans les compètes, mais pas du tout avec l'esprit de compétition. Moi, je voulais juste montrer ce que je faisais. Voilà, nous, on faisait notre petite tambouille à Smoking et Brillantine en catimini. On se donnait quand même beaucoup de mal, ça nous prenait beaucoup de temps. J'avais quand même envie de partager ça sur scène, mais pas du tout dans l'esprit de compétition. D'ailleurs, je me rappelle la première année à Pole Art, là, où Ona Kivala était super détendue, alors que moi, je prenais Imodium sur Imodium. Elle, hyper confiante et tout. J'admirais cette fille qui avait autant de talent, mais aussi de décontraction, sûre d'elle, en mode winneuse. Wow, c'était hyper galvanisant quoi, de vivre ça. Il y avait Steven Retchless, il y avait plein de gens hyper connus que nous, on idolâtrait, quoi, vraiment. Et puis là, tu te retrouves tout petit à côté d'eux, c'était génial. Et après, en 2011, et ça, faut que tu racontes ça, 2011, Kimounet, quand on fait les championnats du monde à Budapest, et que là, tu arrives en sirène. Du coup, toi, Kim, c'est ta première compétition? Non. Non. Première internationale. Alors, oui et non, parce qu'on va dire que quand je suis parti de France, que j'ai travaillé en Angleterre, je suis rentré dans le circuit national anglais. C'est-à-dire que du coup, je faisais les compétitions et j'avais gagné à l'époque, ça s'appelait Mr. Fitness UK. Voilà. Et sur mes premiers championnats avec toi à Budapest, je représentais l'Angleterre. Ah, je ne me rappelle pas de ça, ouais. Mais juste avant qu'on parle de moi, j'aimerais juste que tu te rappelles que quand on est arrivé là-bas, parce que pour moi c'était un super souvenir, c'était genre, voilà, il y a des moments comme ça qu'on n'oublie pas, c'est que tu n'avais pas de costume. Si, j'avais un costume, c'était une robe de stripteaseuse que j'avais découpée. Et quand j'ai vu les photos après, j'ai dit, je peux pas y aller avec ça, c'est mort. Donc c'était une robe de stripteaseuse que j'avais découpée. J'avais fait un top, j'avais fait une culotte, j'avais fait un nœud. Et là, j'ai dit non, je peux pas aller comme ça au championnat du monde. Alors là qu'on part tous les deux dans le centre de Budapest, on connaît rien là-bas, on parle pas la langue. Moi, pas anglais, lui, heureusement, oui. Et on achète un soutif, un collier, un bracelet, je crois. Ah non, un plastron. Et voilà qu'avec ma petite pince, je démonte tout, que je couds sur les soutifs, je fabrique une épaulette. Mais Kim, il est là, tu sais, avec 3 bouts de ficelle, il te fait un costume de folie. Et il dit, vas-y, fais comme ci, fais comme ça, colle 3 strass là, paf. Et voilà que je me constitue un costume. D'ailleurs, tout le monde a dit, oh, c'était génial ton costume. Mais je l'avais fabriqué 2 heures avant, quoi. C'était plus voilà, le petit souvenir de voilà, que moi, mon costume. Alors oui, je suis arrivé sur scène avec une queue de sirène. Et en plus, je me rappelle parce que dans les organisateurs, il y avait, comment elle s'appelait cette blonde qui était une ancienne du Hustler. Alors pas le Hustler de Paris, le vrai Hustler américain. Tu te rappelles cette
femme, la grande blonde, la magnifique. Alma Pirner. Alma Pirner. Donc, une nana qui avait été la femme du grand hustler. On ne parle pas du club de strip à Paris, on parle de Monsieur Hustler, le vrai. Et elle était mariée avec un mec qui était une bombe. Et lui, il arrive dans son costume de sirène, donc avec la queue, les 2 pieds plantés dedans, et il ne pouvait pas marcher jusqu'à la scène. Donc, c'est ce beau mec qui a porté Kim jusqu'au pied de la barre. Et là, tu te rappelles, il faut que tu racontes que Kim commence sa choré. Le petit souci technique. Alors, je commence la choré, je donne le mieux, enfin, j'essaie de faire de mon mieux. Et la musique saute. Enfin, Se coupe. D'abord, ça saute, ça me remet à un autre endroit que je reconnais, donc je remodifie ma choré pour retomber au bon moment, histoire d'avoir les bons tops. Finalement, ça bug. Bon, sortie. Et là, je sors dans les coulisses et on me 2 options. Soit, parce que quand ça a dépassé, là, je crois les règles, c'était quand ça avait dépassé la moitié de ta choré, il y avait une histoire, je me rappelle. En fait, la musique se coupe, moi je me rappelle de ça, la musique se coupe, mais lui continue de danser. Les gens, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, et tout d'un coup, les gens se mettent à applaudir. Et lui, Black, il continue en impro, freestyle, machin, la queue de sirène. Non, tu l'avais déjà enlevé, je crois. Et là, les gens tapent, mais le mec se saigne, il fait toute sa choré jusqu'au bout, ou presque, juste à l'applause, quoi. Sauf que, heureusement, ils ont décidé de le refaire passer à la fin. Mais dis-toi que quand tu as déjà passé une fois ta choré de compète, tu es dans le mal, sachant que tu as répété le matin. Là, franchement, il a tout donné sur scène. Il faut savoir que Kim, quand il sort de scène après une compète, il est à 2 doigts de vomir. C'est ma signature. Et que là, il est sorti la première fois après les applaudissements comme ça. Et là, on lui dit, tu vas repasser à la fin. Donc là, je me dis, oh la vache, vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire et tout. Et il l'a fait, le mec. Donc, tu l'as fait une seconde fois. Il l'a fait une seconde fois et il gagne. Et pas de problème de musique? Non, tu gagnes pas? Je suis médaille d'argent. Médaille d'argent. T'as pas eu de problème de musique la deuxième fois? La deuxième fois, non. Mais en fait, on avait des CD dans les règles, il fallait ramener des CD de backup. Et je pense qu'on avait re-switché à ce moment-là. Mais oui, un souvenir. Et du coup, ta queue de sirène, c'est parce qu'il y avait une thématique de ta choré? En rapport, en lien? J'avais trouvé le challenge intéressant parce qu'en fait cette queue de sirène était ouverte derrière, donc j'avais quand même des accroches avec les genoux et de construire tout le début. C'est pas juste j'arrivais en queue de sirène, je l'enlevais et après je faisais de la pole. Ouais. C'est qu'il y avait tout un début qui avait été construit où je polais avec cette queue de sirène en faisant que des accroches avec les genoux. D'accord. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal et que d'un coup, genre oui, la petite sirène qui rêve de faire de la pole et du coup, qui peut aller voir Ursula parce que j'avais un pseudo-coquillage à un moment et voilà, j'écoutais sur scène le coquillage. Et du coup, je fais le vœu d'avoir des jambes pour faire de la pole. Voilà, c'était la thématique de ce numéro. Du coup, ça, c'est ta première compétition internationale? Si tu comptes pas Mr. Pole Fitness UK, tu fais partie de l'équipe anglaise. D'accord. Parce que c'était la première année où cet organisme ouvrait la compétition aux garçons. Après, il ne faut pas oublier qu'en compète, il n'y avait que 2 compètes. Il y avait celle-là, qu'ils appelaient les World Pole Dance Championship, fitness d'ailleurs. Oui, il y avait le mot fitness quelque part. Et il y avait pole art. Il n'y avait que 2 compétitions dans le monde entier. C'était des sélections par vidéo. Donc, tu envoyais ta vidéo et au bout d'un certain temps, on te répondait, voilà, tu as été pris. Et c'était pareil pour pole art. Il n'y en avait que 2. Ça veut dire qu'à l'époque, quand même, il y avait beaucoup moins de pole dancers dans le monde que maintenant. Bien sûr que là, des gens très très bons, il y en a partout. Mais il y avait vraiment ce côté un peu élite. C'est-à-dire on était 12 dans le monde à faire les compètes. On se retrouvait tout le temps. C'est des gens que vous connaissez. C'est les Bendy Kate, les Phoenix Kazri, les Ona, Anka. Alesia Vatmitzel. Mais après, elle est vite sortie du circuit aussi, parce qu'elle faisait aussi de la compète de fitness pure. Rafaela Montanaro. Dans les Américaines, il y avait Zoraya Jude, où il y avait toujours les Australiennes. Enfin voilà, c'était 12 personnes. Il y avait Steven Reichle chez les garçons. Il y avait Edouard Doy, Saulo Sarmiento.
Voilà, c'était vraiment un tout petit milieu, quoi. Du coup, vous vous retrouvez chaque année, à chaque fois sur les compétitions. Voilà, D'accord. on s'affrontait régulièrement. Ça, c'était la belle époque, hein, mon Kimounet. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour rapide de votre palmarès, en fait, de compétition chacun? Oh là là. On commence Mais par toi, vas-y, Kim. tu veux par Allez. moi? Alors après les dates, je suis désolé, je peux un peu On s'en fout des dates. voilà. Donc il y a eu première compétition, ça a été les championnats de France organisés par Mariana. Donc 2009. première place, champion de France. Deuxième année, j'ai pas participé parce qu'on était avec cette histoire de guest, mais en même temps j'étais Mister Paul Fitness UK. Ensuite, il y a eu les Budapest. Worlds à Budapest. Ensuite, Donc là, tu es deuxième. je suis deuxième. Il y a eu 2 autres championnats de France où j'étais deuxième. Il y a eu le Pôle Sport où j'avais participé la première année de Ah ouais, World c'est Pôle vrai. Sport. J'étais arrivé aussi médaille d'argent. Et ensuite, j'ai terminé fin 2012 ou 2013 où j'ai gagné les championnats du monde. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les France que j'avais gagné aussi en 2014. Voilà, donc en fait, c'est vrai que je suis hyper chanceux de me dire que voilà, la plus mauvaise place que j'ai eue dans toute ma carrière quand j'ai fait une compétition, c'était médaille d'argent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Tu peux plus avoir ça, mais parce qu'on était au début. Et voilà, et j'ai vraiment je suis vraiment chanceux de ça, vraiment. Mais et voilà, et c'est vrai que je m'étais mis dans la tête que à un moment, je voulais arrêter assez vite et sur une victoire. Et donc, du coup, c'est vrai que ça s'est enchaîné où il y avait, entre mon premier championnat de France et mon dernier, il y a peut-être 5 ans qui sont passés. Et juste avant ça, les championnats du monde, je dis ouais, vas-y, j'arrête, c'est bon, je suis au zénith, je veux laisser ça joli comme c'est, et je veux pas. Et on sentait déjà qu'il y avait déjà un shift qui commençait à se passer avec l'arrivée un peu plus des réseaux, sur Facebook, enfin voilà, les gens se filmaient, et puis le monde de la pole évoluait aussi, et on commençait à voir. Alors après, je crois que j'ai arrêté, j'avais passé déjà la trentaine. Et on voyait déjà dans les compétitions les petits jeunes de 20 ans qui arrivaient et on se disait, ouais, ok, et on se rend compte que là, ouais, on a créé les monstres. Où on voyait que du coup, et que tu disais, putain, là, pour suivre, il faut. Et je me sentais pas, pour moi, j'étais déjà arrivé à mes limites, en tout cas physiques. Et donc, j'ai trouvé ça juste de dire, ok, à ce moment-là, c'est le bon moment d'arrêter. Et ton meilleur souvenir? Est-ce qu'il y en a qu'un? Je sais pas, De compétition? On va dire la première fois que j'ai gagné les championnats de France, parce que c'est la première fois aussi pour un garçon et tout, et je me suis dit, waouh, c'est possible, pour des choses où ça me rappelait les choses pour lesquelles je m'étais battu, c'est-à-dire aller gratter à la porte du Pink pour essayer. Enfin voilà, je trouvais que c'était une belle récompense en disant, voilà, je l'ai voulu, j'ai bataillé fort. Après, comme disait Laurence, et c'est très juste, moi non plus, il n'y avait pas vraiment cet esprit de compétition. On faisait les compétitions parce que c'était le seul endroit où on pouvait montrer notre travail et nous exprimer, et ça nous donnait aussi des buts pour rechercher, pour tout, voilà, pour la création. Et donc je me perds. Donc oui, c'était mon premier beau souvenir de Paul, c'était ça. Et alors oui, quand j'avais gagné les championnats du monde, c'était très fort aussi. Et puis l'arrivée portée par ce bel homme, franchement, excuse-moi, mais c'est un c'est- beau souvenir. C'est Hein. plus l'émotion que tu as ressentie. Oui, voilà, c'était vraiment, ou que ce soit pour ma première compétition et ma dernière, vraiment une espèce. Alors la première, c'était voilà, une ouverture sur toutes les possibilités qu'il y avait. Et sur la dernière, j'ai vraiment pris ça comme en fait une consécration sur toute la carrière. Voilà. Donc c'est pour ça que ces deux-là, la première et la dernière au championnat de France, voilà, c'est vraiment dans mon cœur. D'accord. Et toi, Lolo, du coup, ton palmarès? Alors, Miss Pole Dance France 2008, diadème, écharpe. Après les championnats de France 2009, donc là c'était sur la petite musique d'Amélie Poulain. Donc ça fait quand même une belle cassure parce que malgré tout, Kim et moi, on s'est quand même beaucoup battu pour que la pole dance, parce qu'en France on est un petit peu puritain, sorte des clichés du striptease. Parce qu'au départ, il ne faut pas oublier, quand on dit pole dance, les gens pensent striptease.
Et quand on se casse le cul comme on s'est cassé le cul dans les studios à s'entraîner, à payer nos entraînements comme on les faisait et tout ça, c'était un peu parfois pénible qu'on confonde les deux fonctions, quoi. Et non, donc nous, on a beaucoup quand même œuvré pour que la pole dance sorte du strip, malgré tout. Même si on adore maintenant en jouer, mais maintenant, c'est plus la même époque. Les gens assument de faire de la pole dance. Et il y a un retour vers ça parce que maintenant, c'est assumé. Mais nous, avant, on a dû batailler, il ne faut pas l'oublier. Donc quand j'arrive en 2009 sur la petite musique d'Amélie Poulain avec mon petit chapeau et mon petit truc mignon, on est en train de casser les codes. On est en train de prendre une autre tournure. Après ça, donc en 2009, je gagne les championnats de France organisés par Mariana. Donc de cette compétition, on va découler tout ce qu'on connaît maintenant de la compétition française. 2010, je gagne Pole Art. En même temps, je fais à un mois d'intervalle, je fais les championnats du monde où j'arrive 6e, mais 6e derrière Félix Kane, Janine Butterfly et tout le tralala. Donc c'est énorme comme prouesse. Sachant aussi, petite anecdote, qu'il y a 2 barres toujours sur scène. Une, tu te rappelles, Kim, en 50 la statique et en 38 la spinning. C'est-à-dire que tu passes d'une ficelle à un baobab. Chose inexpérimentée avant parce qu'on n'avait que travaillé sur des 50. Donc là, on arrivait sur 50 et 38. Maintenant, c'est 45 et 45. Donc ça, c'était rigolo. Du coup, après, on est resélectionné pour les championnats du monde à Budapest en 2011. Là, je fais 2e derrière Tatarine Seva, devant Pink Puma quand même, devant Bendy Kate, devant Félix Kazri, devant Heidi Cocker, tout ça quand même. Natasha Wang, qui en a oublié de la citer tout à l'heure. Donc ça, c'est en 2011. Je gagne les championnats de France une 2e fois. 2012, je refais Pole Art, j'arrive 2e derrière Ona. Donc elle avait gagné la première fois, je gagne la 2e, elle gagne la 3e. C'était la belle, c'était fighté. 2013, je regagne les championnats de France. Et je fais encore les championnats du monde, j'arrive 2e encore. Et Pole Art, j'arrive aussi 2e, mais cette fois-ci derrière Natasha Wang. Et après, je pars faire IPC à Hong Kong. Et là, je gagne la catégorie Pole Art. Donc après ça, je crois que j'étais requalifiée pour les championnats de France en 2015. Mais là, j'étais enceinte et je n'ai pas pu les faire. Et c'est là que s'arrête ma carrière de compétitrice avec la naissance de ma fille. Ce que je dis toujours, c'est que maintenant, ma meilleure compète, elle a des couettes et 2 petites pattes. Donc voilà, ça c'était pareil de 2008 à 2015. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est les entraînements avec Kim Woonen. Parce que c'est pas les compétitions, on dit t'es vraiment... Non, mais les entraînements avec Kim, il faut savoir que c'était... on se marrait. La bonne ambiance, Ah j'imagine. ouais, non mais... Alors déjà, souvent, quand il arrivait avant moi, je le trouvais assis par terre comme ça. Ça va, Kimounet? Non, ça va pas. C'est la dépression, je sais pas quoi faire avec cette barre. Et hop, on commence les trainings, on commence à se marrer. Et lui, il joue à la poupée avec moi. Mais si, mets ta main là, derrière, chope le pied, vas-y, tire. Ah voilà. Ah ben, on a inventé une nouvelle figure. Après, moi, je faisais pareil. Mais si, va chercher ton pied. Et donc, on se marrait bien quand même. Ça, c'était vraiment les meilleurs souvenirs. Non, je pense que ouais, les périodes où on était... Autant Smoking et Brillantine, c'était pas mal, mais là où, pour moi, on a le plus rigolé, c'est quand on était à Colucci. Ah ouais, c'était génial, Colucci. On était, mais... Voilà, on est super locaux, les personnes autour, elles nous soutenaient. Enfin, voilà, je me rappelle de ça. Enfin, c'était vraiment... On sentait que... On suscitait... Enfin, ouais, ils découvraient l'activité, en fait, par nous, mais ils avaient misé beaucoup d'espoir dans le fait qu'on y arrive, mais alors qu'ils y croyaient quand même pas trop, hein. Le patron de l'espace Colucci, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. J'ai appris à danser là-bas. J'ai donné ensuite des cours de danse là-bas. Et quand je lui ai dit je vais donner des cours de pole, il a dit ok, vas-y, achète tes barres et mets-les dans la salle. Et après, quand je lui ai dit je vais ouvrir une école, là il m'a dit par contre tu te lances un peu vite en besogne. Et maintenant il sait que je vais ouvrir le 3e studio, il est hyper fier. Mais c'est vrai qu'autour de nous, ils avaient ça, ils découvraient cette discipline. Ils nous voyaient nous battre corps et âme dans cette discipline. Ils avaient envie qu'on y arrive et en même temps, la société, est-ce qu'elle était prête à ce moment-là à accueillir cette discipline? Et c'est là qu'il y a eu une grosse part de hasard. Hein. Mais en tout cas, nous, on y croyait et nous, on s'éclatait et en même temps, on n'attendait rien de spécial.
C'est vrai, hein, on était un peu... on se non. laissait porter par l'insouciance de la vingtaine. Mais en même temps, je crois que, enfin, on a vu le train, on est monté dedans, et voilà, et du coup, il est arrivé ce qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais non, mais pour revenir encore, je crois, parce que c'est vraiment l'image que j'ai, je crois que les abdos qu'on avait à l'époque, c'était pas par rapport à la pole, c'est parce que tellement on se marrait, mais c'était, mais on tombait, on ne pleurait pas, on n'avait pas peur, juste on tombait, on rigolait. C'était notre, mais de tout, on arrivait à rigoler, vraiment de tout, et c'était vraiment une époque assez folle, quoi. On n'avait pas une thune, on n'avait pas d'ambition spécifique, mais on se marrait. Et notre seul but dans la vie, c'était qu'on se retrouve. On ne sait pas si on allait réussir notre training, mais en tout cas, on se marrait, on passait du bon temps, on refaisait le monde. Souvent, on faisait des pauses qui duraient plus longtemps que prévu. Et on repartait. Enfin, il y avait tout à faire, donc c'était assez génial. Et puis, c'est vrai, quelle satisfaction de rentrer dans la salle et d'inventer des trucs presque tous les jours. Ça ne pourrait pas exister. Maintenant, si tu ne fais pas un salto arrière, tu arrives sur un orteil, tu n'as rien inventé, quoi. Non, il faut se dire qu'on avait l'impression, enfin, c'est un peu l'image que j'ai, c'est que des apprentis chimistes, et on arrive dans un laboratoire où on nous donne plein de choses, et qu'on fait, ah, si je mets ça avec ça, et ça, et ça, avec déjà notre expérience de la danse, puis on avait aussi des goûts déjà artistiques assez prononcés, tu vois, que ce soit musicalement, ou la manière de bouger, ou comment on voulait construire un numéro. Et du coup, voilà, on était là, on expérimentait, on essayait ça, essayait un peu plus ça, et la musique ça, et le thème. Et du coup, oui, c'est hyper enrichissant, surtout quand, voilà, où on se dit, OK, il y a un monde à faire. Ouais, c'est un des très beaux moments, ouais. Ça vous a créé beaucoup de bons souvenirs. Et si vous deviez nous parler d'un mauvais souvenir, le pire mauvais souvenir, en compétition notamment? Moi, j'en ai un qui me vient, c'est IPC à Hong Kong. IPC à Hong Kong, alors déjà, je ne sais pas si je devrais le dire, je vais finir en prison. On peut tout dire. C'est sans Mais, tabou, là. mais déjà, là-bas, comme c'est la Chine, ils sont hyper chiants avec les droits d'auteur. Donc j'avais décidé de danser sur Dead Can Dance et j'arrivais pas à obtenir les droits d'auteur. Donc normalement, tu payes quelque chose à la maison de production pour pouvoir exploiter la musique en Asie. Et ce n'est pas valable pour toutes les musiques, hein. Il y a des musiques que tu n'as pas le droit de passer en Chine, par exemple. Donc déjà, j'avais falsifié des droits d'auteur parce que moi, je voulais absolument danser là-dessus et que personne ne me répondait jamais. J'avais même fait faire un courrier d'avocat à la maison de production, mais comme c'est un truc qui avait plus de 10 ans, enfin bref, j'ai jamais reçu de nouvelles. Bon, déjà, j'étais un peu en stress avec ça. J'arrive là-bas à Hong Kong. Alors, il ne faut pas oublier que Hong Kong, quand tu n'as pas d'argent, c'est un billet, hein, le ticket pour aller là-bas. Et c'était X-Pol qui était le fournisseur des bars et toutes les bars glissaient. C'est-à-dire qu'il y avait Ona Kivala qui lance un phénix qui fait un bond d'1 mètre, qui traverse la Seine parce que ça glissait. Et toi, tu es là, j'ai fait tous ces kilomètres pour ne pas réussir à faire ne serait-ce qu'un hook sur la barre. Et c'est l'angoisse. Alors tout le monde venait avec ces petits bonus de grand-mère, là, ces remèdes de grand-mère. Il faut mettre du Coca-Cola sur la barre. Alors il y en a un qui met du Coca-Cola. Alors il y a Ona Keivala qui arrive. Oh, je vais essayer avec le Coca-Cola. La meuf, elle vole. Bon, ok, ça marche pas. Non, mais il faut mettre ça, tac, essayer tel grip, tel machin. Et toi, ton grip de là, personne ne te met. Parce que j'imagine qu'il y avait moins de grippe aussi à l'époque. Ouais, mais il y avait toujours de dry-hand et tout. Mais là, rien ne fonctionnait. C'était une catastrophe. On ne comprend pas, ils changent les barres. Nanana. Personne n'arrivait à faire le truc. Puis finalement, à force d'essayer, la barre se met à chauffer. L'atmosphère de la pièce aussi, parce qu'il y avait la clim et il faisait super froid dans la pièce, ça commence à se réchauffer. Et voilà que la barre commence à mieux accrocher. Et heureusement, Ona et moi, on était les deux dernières. Du coup, la barre était bien chaude, mais ça tenait. Mais là, vraiment, je me suis tapé un bad parce que je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça, j'ai dépensé tous les sous que j'avais pour faire cette compète et la barre ne tient pas, quoi. Et là, vraiment, j'étais en panique. D'ailleurs, tu te rappelles aussi les championnats d'Europe ? Ça, c'était un fiasco total. Premier championnat d'Europe, donc organisé, c'était en Belgique. On traverse, je ne sais même plus comment. En voiture, avec je ne sais plus qui. Avec Mariana et JP. Ah ouais. On arrive sur place, il y avait 2 barres, ok, sur un podium large comme la table, à ça de hauteur. Sauf que nous, on avait fait nos chorés où on danse entre les barres, etc. Impossible de faire. On est reparti bredouille. Vous n'avez pas participé ? Non, on ne pouvait pas. On a dit on peut rien faire en fait. Déjà, tu ne peux pas passer d'une barre à l'autre
Il faut escalader le podium. Quand je te dis, il était haut comme ça. Mais pour moi, c'était même pas un stage. Dans mémoire, j'ai ce tonneau avec du béton coulé dedans et la pole plantée. J'ai vraiment cette vision-là. Pour moi, c'était genre. Ouais, c'était large comme ça. Un cercle avec du béton et la Haut pole comme plantée. ça, et la pôle plantée dedans. Et genre, encore une pôle d'échafaudage, quoi. Et ben là, on est reparti en pleurant. Parce que c'est quand même des mois et des mois de travail. Hein. Des mois de travail financés par nos soins, parce qu'il n'y a pas de sponsor, j'ai pas d'école. Voilà, on a loué nos heures de training, quoi. Donc ça, c'était les deux couacs vraiment pourris pour moi. Vraiment des souvenirs horribles. Et toi, Kim? Ton pire souvenir? Non, je suis désolé, je réfléchis et j'en ai pas qui me viennent là tout de suite. Sûrement, j'ai dû en avoir, tu vois, des moments où ça va pas, enfin, vu que j'étais en dépression #training en même temps, tu vois, je sais pas. Mais non, j'ai pas de... Alors oui, peut-être oui, cette histoire des championnats d'Europe où tu dis oui, on a fait tout ça Pour rien. pour rien, mais qu'en même temps, c'est pas pour rien. Parce que du coup... Les organisateurs, je pense qu'ils ont appris de cette expérience, quoi. Et même pour nous, tu vois, de se dire, ok, ou là, on s'était mis un challenge, en disant, ok, là, c'est l'Europe, tu vois. Et du coup, ça, je sais pas comment dire, ça a pavé le chemin pour ce qui allait se passer après. Donc c'est un mal pour un bien, je sais pas, mais voilà. Donc oui, ça pourrait être un mauvais souvenir, mais c'est pas quelque chose qui m'a fendu le cœur. Est-ce que tu as déjà chuté en compétition? En compète? Non. Non. C'est une question. Non. Il rebondit Parce avec que ça peut panache. être un pire souvenir aussi. Non, après, Ça peut être un pire souvenir de tomber. Après non, on va dire que j'étais pas forcément une personne super organisée. Donc il m'arrivait de monter sur scène en ayant juste les 3 premiers 8 de ma choré et de dire le reste c'est freestyle. Mais c'est pas grave, je suis seule sur scène, personne connaît la choré. Et puis des fois on a ce truc du genre il faut aimer vivre dangereusement et puis on verra ce qui sort. Et c'est vrai que pour là-dessus j'ai une énorme gratitude et confiance aussi, voilà, et peut-être confiance à mon talent, ou je sais pas, de dire, ok, de ce petit coup d'adrénaline, de toute façon, là, il y a quelque chose qui doit sortir, c'est maintenant, tu sais pas, mais vas-y. Donc oui, des fois, je me suis peut-être fait des petites frayeurs comme ça sur scène, mais c'est pas non plus des souvenirs, voilà, tristes, au contraire. Ouais, au contraire. Ouais, j'ai envie de te dire. De dire, ah ouais, même les mains dans les poches, j'arrive à faire quelque chose, quoi. Voilà. Ok, je voulais rebondir aussi du coup sur le après-compétition. Est-ce que quand vous êtes devenu professeur, enfin vous étiez déjà professeur pendant les compètes, hein. Oui. Vous avez commencé en quelle année à devenir vraiment professeur? Toi Lolo, c'était en Moi, ça devait être en 2005. 2005. Ok, et toi Kim, c'était après? Oui, 2009, 2011? 2010. 2010. Donc ça fait 15 ans. D'accord. Et sur Paris, du coup, à quel moment vous vous êtes retrouvés pour commencer à enseigner ensemble? Quand il est rentré d'Angleterre. 2012. Donc, quand il est rentré d'Angleterre, il m'a dit, Lolo, je rentre. Presque, il m'a dit, je pense, je rentre demain. Et je dis, tu commences après-demain. Parfait. Parce que du coup, quand il est rentré, Pole and Dance existait? Ouais, 2011, j'ai ouvert Pole and Dance. Donc, il faut savoir que Pole and Dance, j'ai ouvert en 2011. On a fait les travaux donc à partir de juillet et on avait les championnats du monde en octobre. Et donc, on s'est entraîné dans la poussière, dans les travaux. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de sous et du coup, j'ai fait les travaux moi-même. J'ai fait moi-même le réagrillage avec des élèves. On a posé le parquet. J'ai poncé les murs, j'ai peint les murs. Bon, le premier, j'ai commencé à pleurer. Le premier, j'étais contente. Je me suis dit, c'est génial, c'est mon mur à moi, je vais peindre. Et au bout de 4,50 m de plafond, hein, je te laisse imaginer. Au bout du premier, j'étais cuite, j'en pouvais plus. Et là, j'ai dit, je vais quand même monter ma barre parce que il faut quand même que je m'entraîne pour les championnats du monde. Donc voilà, et ça c'était en 2011, et donc Kimounet il est arrivé en 2012. Il y avait déjà Manuela Carnero qui enseignait un peu avec moi parce que moi j'avais toujours pas lâché les cours de danse parce que en fait chez Pole and Dance j'ai passé quand même les 2 premières années sans me verser de salaire parce que il n'y avait pas assez pour payer le loyer déjà. Donc j'étais obligée de garder les cours de danse, et comme j'avais des cours de danse tout le mercredi, j'avais demandé à Manuela Carnero de donner les cours le mercredi. Et puis, je ne sais plus quel autre jour.
Et puis après, Kim est arrivé. On était 3 en 2012. Il y a eu Édouard avant. Édouard, ouais, mais... Parce que moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, il était parti. C'est pour ça que du coup, j'ai récupéré son jeudi à lui. Ah ouais. Je me rappelle, il y avait une histoire comme ça. Ouais, c'est possible. Mais après, je sais pas combien de temps il avait fait. Ouais, je sais mais, pas si... C'était pas super longtemps, hein, les cours avec Édouard. Mais je me rappelle, voilà, c'était genre, tu auras le jeudi parce que Édouard part et le jeudi, c'est son créneau. Donc, j'avais récupéré le créneau d'Édouard. Ouais, c'est ça. Je dis que tu as toujours. Je dis qu'il a toujours. Depuis toutes ces Dans le années. même studio. Ouais. À Paris 13. Ouais. Ah, c'est ce jeudi, hein. Il y tient. C'est clair. Donc ça, c'était 2012. Ensuite, le studio, il a continué de grandir. On a ouvert le deuxième en 2016. D'ailleurs, ce qui est drôle, petite anecdote, c'est que j'ai signé le bail et j'ai accouché de Romane le soir même. Donc ça, c'était chouette. Donc, je peux dire que j'ai fait 2 bébés. Et donc le troisième, là, qui va ouvrir cette année. Voilà. Et maintenant, on est 14 profs. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans l'enseignement, dans le fait d'enseigner? Actuellement, moi je dirais c'est l'âge. C'est ça le plus dur. C'est quand même, on a... Est-ce que c'est contraignant d'être professeur de pole dance? Contraignant. Peut-être physiquement? Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement. Je sais pas, je te laisse répondre. Ah oui, ça demande beaucoup d'entraînement. Après, moi j'avoue qu'en arrêtant de faire des compètes, forcément, et avec la grossesse, forcément j'ai perdu du niveau. Mais j'ai jamais cherché à retrouver un niveau, alors même pas celui que j'avais avant ma grossesse, puisque le niveau de la pole dance, de toute façon, lui, il ne cesse d'évoluer. Donc il ne va pas attendre que tu accouches pour progresser. Hein. Donc 9 mois de grossesse, c'est foutu pour que ton niveau il soit déjà très très loin derrière toi. Et donc moi, j'ai jamais cherché à retrouver un niveau pour être sur une scène internationale, jamais. Parce que, je suis maman et que j'avais plus envie de faire tous ces déplacements. Qu'en plus, faut quand même tenir la boutique. Et il y a les cours. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un métier de compétiteur, un métier de maman, un métier de directrice d'école, un métier de professeur de pole dance. Ça fait beaucoup de casquettes. D'ailleurs, celles qui font toujours de la compète, en général, elles n'ont ni studio, ni enfant. Et c'est vrai que souvent, c'est dur de se dire, quand même, tu as été au sommet de la pole dance, et puis maintenant, tu vois, tu es dans les choux, quoi. Il faut l'accepter, ça. Et en même temps, ma façon d'enseigner par rapport à il y a 20 ans, elle a énormément évolué. Et je suis contente de le faire de cette manière-là. Et je pense que dans 10 ans, j'enseignerai encore d'une autre façon, parce qu'on ne cesse de progresser aussi. Donc en fait, c'est en permanence en changement. Que ce soit nous, notre corps, notre façon de faire, notre façon de voir les choses, et la pole dance. Donc en fait, c'est comme un cercle dans lequel moi j'ai l'impression de toujours courir. Et c'est peut-être ça qui est le plus stressant finalement, parce qu'il faut courir après le niveau, il faut courir après la performance, il faut courir après ton corps qui est fatigué aussi. Et tu fais des boucles un peu comme ça. C'est un peu dans ce tourbillon que je me sens en ce moment. Il y a les blessures, il y a le temps, il y a vraiment une espèce de tourbillon. C'est pas une contrainte, je le vois pas tel quel, mais je le vois comme un challenge qui est quand même permanent, quoi. Voilà. Et du coup, dans le sens inverse, qu'est-ce qui est le plus gratifiant en tant qu'enseignant? C'est de voir nos élèves progresser. Enfin, je pense que ça, on est unanime là-dessus, non? Alors Kim, c'est un magicien, lui, il fait autre chose avec ses élèves. Moi, je les fais progresser, mais lui, il les rend sublimes. Je ne sais pas comment il fait ça, c'est une autre part du talent. C'est sa signature. C'est sa signature, voilà. Non, pour en revenir, juste, je voudrais rebondir sur la première question que tu as posée par rapport à... Ce qui est plus dur dans l'enseignement? Je dirais que par rapport à l'époque, on travaille beaucoup plus intelligemment. J'ai envie de prendre ce qu'on dit, qui veut aller loin doit ménager sa monture. Donc c'est vrai que du coup, à l'époque, quand on enseignait, je ne dis pas qu'on est plus passionné aujourd'hui, mais c'était encore différent. On avait la fougue de la jeunesse. Ça ne nous embêtait pas de montrer 5, 6, 7 fois pour que la personne comprenne. Et aujourd'hui, on se dit, non, maintenant, avec l'expérience, et puis peut-être la communication, moi, je dirais, l'expérience, on est plus capable d'expliquer à la voix en donnant les bons mots,
ou lui montrer les bons gestes plutôt que de s'acharner à répéter, à faire 15 fois. Donc c'est vrai que du coup, moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire que je montre pas tout et je prends souvent la métaphore, cette métaphore-là, aux élèves, quand des fois elles vont dire « montre », je vais dire « écoute ». Tu vois des fois les documentaires de la gymnastique? Tu vois le vieux monsieur en jogging à côté de la poutre qui est en train d'apprendre à la gymnaste à faire le salto? Est-ce que tu as vu le vieux monsieur faire le salto? Non. Mais la gymnaste, elle a quand même appris à faire le salto. Donc c'est plus comme ça que je verrai aujourd'hui comment... Comme en danse classique, souvent. Bah oui, Aussi, oui. regarde le gars de Qui l'opéra venait de là, la qui est danse passé classique sur aussi. Instagram pendant des siècles, et entre chaque quatre et machin. Bah, le mec, il ne montre pas. Il fait ça avec ses mains et tout le monde a capté. C'est vrai. Donc Voilà. c'est vrai que moi, ça, j'ai du mal. J'essaye de le faire de plus en plus, mais je sais que toi, tu y arrives très très bien. Je vais venir voir tes cours un peu plus souvent pour voir ta technique. Mais c'est vrai que ça c'est la pédagogie, quoi. Donc du coup, à travers cette manière-là d'enseigner, ça me réconforte, mais ça me fait mieux accepter que oui, bah, avec le temps, on a mal, on a des douleurs qui se réveillent, mais de se dire que ok, c'est pas une fatalité, c'est pas parce que une certaine partie de mon corps n'est plus à 100% opérationnelle que ça m'empêche de transmettre. Du coup, tes cours, ils ont évolué en fonction de l'évolution aussi de la pôle. Parce que Aussi, j'imagine que quand tu as démarré tes premiers cours, tu devais beaucoup plus montrer oui, que maintenant. oui. Avec tout ce qu'on a comme documents sur la pôle, le carnet de pôle, la bible de la pôle, ce genre de choses. Ça a tellement évolué que du coup, vos cours doivent évoluer aussi en fonction à chaque fois. Alors ça, par rapport à ça, moi j'ai plutôt envie de dire que je n'ai jamais trop suivi. Là, on reparle encore une fois des réseaux, où je ne suis pas une personne des réseaux, je ne suis pas le dernier mouvement à la mode qu'il faut faire à la pole et tout. Donc j'ai envie de te dire, dans mes cours, non, je suis un peu resté dans cette vision un peu pas old school, mais un peu, je ne dis pas que je suis resté bloqué à mon âge d'or ou des meilleurs moves que j'arrivais à faire, mais qu'on va dire que je construis, en tout cas autour de ça. Et je n'ai pas forcément... je vais pas forcément suivre. Ah, en ce moment, c'est ce move-là qu'il faut faire parce que je l'ai vu sur Instagram et du coup, je vais le montrer. Ça, pour le coup, je pense que chacun d'entre nous, on a cette chance dans ce studio d'avoir tous nos propres techniques, nos visions, ou pas les mêmes générations, qui font que, justement, ça enrichit encore plus le corps professoral du studio. Donc pour moi, je le vois plus comme une force de fait que, alors je ne vais pas appeler que je fais de la pole vintage ou old school, mais presque. Presque. Voilà. C'est vrai. Et pour moi, c'est une force. Après, je peux me tromper, Non, mais... mais de toute façon, après, c'est les bases. Et rien de mieux que des élèves qui ont des bonnes bases. Parce qu'en fait, une fois que tu as les bonnes bases, finalement, après, tu peux faire tout ce que tu veux avec la pôle. Après, moi, j'aime bien encore chercher les petits trucs nouveaux que j'ai vus sur Instagram. Par contre, je connais mes points forts et mes faiblesses. Et je sais que ça, c'est pas pour moi. Ça, je fais, ah tiens, je vais peut-être essayer. Souvent, quand j'essaye, ça marche pas. Alors, je bidouille et ça donne un nouveau truc. Ça, j'aime bien. Mais moi, j'aime bien aller un petit peu vers des nouveaux trucs pas encore essayés. Mais du coup, il faut quand même que je sois en forme. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais écoute, pour l'instant, j'aime bien essayer encore quelques trucs. Et je rebondis. Qu'est-ce que tu avais dit après? La deuxième question. Ah oui, la satisfaction. gratifiant. Oui. Comment tu sublimes alors, les filles et les garçons. personnel, non, oui, non, je suis vraiment, déjà, je suis toujours honoré que les gens me fassent confiance, d'avoir toujours des gens qui viennent à mes cours, apprécient. Ça te surprend? Après toutes ces années, on pourrait dire, bon, il y a un moment, on va peut-être plus forcément intéresser les gens, tout va très vite. Et que, encore une fois, alors on parle des dinosaures et tout ça, mais non, moi j'ai toujours quand même cette gratitude de dire, les élèves me donnent beaucoup d'amour, j'ai de la chance, j'essaie de leur en donner aussi.
Et pour rebondir sur ce côté de sublimer, on va dire que ce qui me permet de les sublimer, ben, c'est eux-mêmes, c'est les élèves qui m'inspirent et qui me font qui vont dire ah, et si on essayait d'explorer ça, cette facette-là de toi, et si on essayait de. Et voilà, donc c'est très inspirant de. Et encore une fois, je suis dans la gratitude de pouvoir le faire encore aujourd'hui. C'est beau. Après, on sait qu'avant, les gens ils venaient à nos cours parce qu'on était connus. En tout cas, on se le disait. Les gens venaient parce qu'on était connus et qu'on était dans le top de la pôle. Maintenant, on n'est plus connus. On ne va pas se mentir. Mais Les élèves ne savent pas qui on est. Moi, je trouve que c'est tant mieux. La plupart des gens ne savent pas qu'on a été champion du monde, qu'on a été des pionniers en France, qu'on s'est battu pour que la pôle soit ce qu'elle est aujourd'hui en France, etc. Même si c'est un peu énorme de dire ça, ça peut paraître prétentieux, mais franchement, on s'est battu. Ne serait-ce que contre les médias, quand on se faisait interviewer à la Pink School et que pendant 2 heures, on expliquait aux mecs et aux journalistes que c'était de la pole, c'est un sport, c'est un mélange de l'art avec de l'acrobatie, et qu'après, quand tu lis l'article, tu lis, en fait, les filles viennent pour faire ça à leur mari le soir. Tu sais, c'était vraiment des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'était dur à cette époque-là. Et on se dit que les gens venaient pour nous à cette époque-là parce qu'on était connus. Et en fait, maintenant, on a toujours autant de gens qui viennent alors qu'on n'est plus connus. Et c'est qu'il y a bien quelque chose encore qui anime ces gens à venir à nos cours. Donc ça, c'est chouette parce qu'en fait, on a évolué. Nos vies, elles ont changé. Et notre façon d'enseigner aussi. Et puis finalement, on est toujours là. Hein, le T-Rex, le Vélociraptor. Donc non, c'est chouette. D'accord. Et dernière question, du coup, par rapport à l'évolution de la pôle, c'est vrai que Kim, tu disais tout va très vite. Comment vois-tu la pôle évoluer dans les années à venir ? Est-ce que ça se démocratise de plus en plus ? On en fait de plus en plus aussi, il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent, il y a de plus en plus d'élèves intéressés. J'ai envie de redire ce que donc Pierre, le mari de Laurence et qui travaille aussi au studio, avait dit, et ça m'avait marqué. Et j'avais jamais vraiment fait le rapprochement. Et un jour, il a dit voilà, c'est un sport de niche. C'est-à-dire que oui, alors certes, à un moment, ça a été très en vogue, poussé par les médias. Aujourd'hui, c'est devenu un peu mainstream. On dirait les gens, soit ils vont à leur cours de pole, comme ils pourraient aller à un cours de pilates ou de yoga. Et ça, je trouve que c'est génial, du coup, d'arriver à ce que les gens... Mais du coup, on arrive peut-être un petit peu moins, vu que c'est moins trendy, à fédérer. Et aussi, on se rend compte que oui, la pole, ça fait beaucoup plus mal, ça demande beaucoup plus d'efforts, d'investissement, que d'être que d'aller peut-être, je dis pas que c'est pas plus dur ou quoi, mais la douleur n'est pas la même d'aller au cours de yoga ou aller à la salle avec son petit planning. Donc, et je me suis perdue. L'évolution de la pôle. Oui, et que du coup, je me dis que peut-être que c'est la mode, ça part et ça revient. Donc je me dis, il y a peut-être un moment où il va encore de nouveau avoir cette mode qui va faire que ça va encore amener plus haut. D'accord. Lolo, t'es d'accord avec son opinion ? En fait, moi, j'ai 2 choses sur l'évolution de la pole dance. La première chose, c'est un truc qui m'inquiète un peu. C'est comme c'est pas cadré par une formation de l'État, comme pourrait l'être n'importe quel sport, comme le tennis, la gymnastique ou... n'importe quelle danse aussi. Non, pas n'importe quelle danse. La danse, malgré tout, il n'y a que 3 formations avec des diplômes d'État, qui est la danse jazz, contemporaine et classique. Mais salsa, il n'y a pas besoin d'un diplôme pour donner des cours de salsa. Sauf que je pense que le facteur dangereux de la pole dance mériterait d'avoir une formation vraiment avec l'appui de l'État. Et malheureusement, je trouve ça... c'est vrai que maintenant, la pole, c'est devenu un sport accessible à tous. Et du coup, plein de gens pensent qu'ils peuvent devenir professeurs. Moi, c'est ma seule crainte quand je vois des élèves d'un terrain qui sont professeurs dans des écoles, d'autres écoles.
pour moi, c'est dégrader la discipline, qui demande énormément d'exigences. Et en même temps, je suis mal placée pour le dire parce que moi, j'ai évolué en même temps que la pôle. Mais ça m'inquiète un peu, de me dire que là, il y a des gens qui enseignent et forcément, il va y avoir des blessures qui peuvent être parfois très graves. Et ça ne veut pas dire que parce que tu es expérimenté, tu n'as pas de risque de blessure. Hein. J'ai une élève qui est tombée de 3 mètres de haut et s'est cassé le bras. Hein. Donc, mais c'est énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte pour enseigner en toute sécurité cette discipline. Et j'ai peur que ça se dégrade avec le futur parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut enseigner la pole dance dès l'instant qu'on maîtrise les niveaux de base. Et ça me fait un peu peur pour l'avenir de la pole dance. Donc j'espère qu'un jour, il y aura une vraie formation qui va encadrer les professeurs de pole dance parce que cette discipline le mérite. Et après, dans l'évolution de la pole dance, comme je vous ai dit au début, nous, on s'est beaucoup battu pour un peu faire sortir la pole dance du strip. Maintenant qu'on assume de faire de la pole dance, et nous les premiers, parce que nous, avant, avec Kim, quand on disait, on ne disait pas qu'on faisait de la pole dance, on disait on fait de la danse acrobatique, en priant que les gens ne nous demandent pas laquelle. Et on rougissait, et etc. Ah ouais, tu fais de la pole dance? Ah bon, donc tu fais du striptease? Ah purée, chier. Et en fait, maintenant, tout le monde assume. On peut parler à une soirée à des gens qu'on ne connaît pas, en toute impunité. Bah ouais, moi je fais de la pole dance. Et personne n'a cette connotation sexuelle. En tout cas, on l'assume. Et maintenant, le retour va vers le sexy. Et ça, c'est vachement bien qu'on puisse aller comme ça entre toutes les façons de faire de la pole dance, parce qu'en fait, il y a 1 million de façons de faire de la pole dance. Moi, j'espère juste qu'on va quand même garder le côté aussi danse. Je pense que ça se gardera toujours, mais en ce moment, c'est moins à la mode, c'est vrai. C'est plus à la mode des talons et du sexy. Et j'espère quand même qu'on va garder ce petit côté pole mélangé avec de la danse. Mais ça, j'espère quand même. Mais c'est moins à la mode. Et c'est finalement, je pense, difficile aussi, autant pour les profs que pour les élèves. Hein. C'est aussi dur que de mettre des talons. Mais voilà, je pense que la pole, ça va évoluer aussi dans ce sens-là. Plus de sexy maintenant. Parce qu'on assume plus. Et même chez les garçons. Qui vont faire des cours en talons. De plus en plus. Donc ça, c'est cool aussi. Bon, et merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Juste Céline. avant de finir, dernière question concernant vos projets pour la suite, projets pro, perso. On va devenir fleuriste. Pourquoi Parce pas que Kim, il aime bien arroser les plantes, les belles plantes. Oui. Comment Non, je tu t'en te vois prie, dans c'est... 10 ans, Ah non, Non, attends, il y a des choses avant. Comment 10 tu te ans, vois dans 12 ans? Dans 10 ans, oh là là, on sera trop vieux. Non, alors, le futur, je me vois encore enseigner quelques années. Je ne parlerai pas de 10 ans, mais voilà, je pense que j'ai encore quelques années devant moi de sympa d'enseignement. Après, c'est vrai que toute ma vie, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Et donc, du coup, Tu touches à d'autres... Voilà, en parallèle, je dis ça peut être pas mal. Et donc On a toujours fait ça, un peu à tout. Toujours. Voir jusqu'au moment où j'ai le déclic, dire ok, on y va. Donc pour l'instant, on va dire voilà, je papillonne. Mais qu'on peut toujours me retrouver pour l'instant chez Pole Dance. Et toi, Lolo? Moi? Tes projets futurs? Alors, bon, moi, j'aimerais justement m'atteler plus à cette... alors, je ne vais pas dire à créer une formation pour enseigner, parce que, en fait, j'ai pas cette énergie-là pour faire ça, mais j'aimerais plus aider les jeunes professeurs à devenir meilleurs et à travailler au sein de Pole Dance. Donc peut-être du coup ouvrir plus encore de Pole Dance. Alors pas de là à faire des franchises parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait derrière ma façon de faire, ma façon de voir la pole et la rigueur qu'on peut amener à la pédagogie. Mais petit à petit donner moins de cours mais m'orienter vers plus la formation des profs. Ça me passionne. C'est un virage que je suis en train de prendre. Je ne sais pas encore trop comment, mais ça me passionne. J'ai toujours bien aimé la pédagogie, mais encore plus maintenant. Et puis là, avec l'ouverture du nouveau studio, peut-être développer un peu plus les cours enfants maintenant. J'ai peut-être envie aussi de faire ça, voilà. Mais je ne sais pas encore combien de temps mon corps va tenir. Ça, c'est le mystère.
C'est le mystère. Et comme Kim, je fais un peu d'autres choses. Ça m'était jamais arrivé encore, mais je commence à faire d'autres choses. Par exemple, j'ai fait une petite formation pour être soigneur et cavalier. Voilà. Là, j'aimerais faire une formation massage équin pour les chevaux de sport. Donc, sortir un peu de la pôle. Voilà, parce que je ne l'ai jamais fait. Ça fait 20 ans que j'ai la tête dans la pôle. Et là, je sors ma tête de la pôle. Et des fois, c'est pas mal de voir de nouveaux horizons. Et ben, on va finir sur cette phrase. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci été à toi, présents pour le Céline. premier Céline. podcast. Ah ouais, entre les bars. Et puis exactement. Maintenant, on va se aller au reverra. bar. Et on peut se C'était revoir pour un prochain podcast, quand Au vous voulez, plaisir. quand vous êtes dispo. Avec plaisir. Merci. Merci toi. beaucoup et merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. À bientôt. Merci à notre public.